Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du débrief. Ravi de vous retrouver avec toute l'équipe et avec un nouveau plateau d'invités pour débriefer, comme chaque mercredi, l'actualité nationale. Et aujourd'hui, ce soir, on parle de la politique migratoire du Maroc. Ce lundi, en effet, la Commission nationale chargée de la régularisation et de l'intégration des migrants au Maroc a annoncé dans un communiqué le lancement de la deuxième campagne d'intégration des populations immigrées. Le Maroc poursuit ainsi sa politique pionnière en la matière puisqu'il avait été déjà le premier en 2014, le premier pays du Sud à adopter une démarche de régularisation massive des populations immigrées. Alors dans quel contexte intervient cette annonce, cette campagne annoncée comme immédiate? Comment va-t-elle se mettre en place? Avec quels objectifs et sous quelles conditions? C'est ce que nous verrons dans une première partie. Et puis ensuite, juste après la pause, nous élargirons la question aux dispositifs mis en place pour assurer l'intégration pleine et entière dans la communauté nationale de ces populations immigrées. Quelles sont les politiques en matière d'emploi, d'éducation, de santé, d'accès au logement? C'est tout cela que nous verrons dans la deuxième partie. Pour répondre à toutes ces questions avec nous ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur le ministre Anis Birrou. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration. Bonsoir. Bienvenue. À vos côtés, Madame Aminata Pani, vous êtes chargée de protection des droits des migrants au CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. Bonsoir. Bienvenue également. À vos côtés, Monsieur Franck Iyanga. Bonsoir. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le secrétaire général de l'ODT Immigré, section immigré. Merci d'être avec nous. Merci. Et enfin, Monsieur Hicham Rachidi, que nous avons déjà eu le plaisir de recevoir, membre du conseil d'administration du GADEM, le groupe antiraciste de défense et d'accompagnement des étrangers et des migrants. Alors, merci d'être avec nous, Hichem. Alors, je vous le disais en introduction, il y a eu ce communiqué lundi de la Commission nationale chargée de l'intégration des personnes immigrées, annonçant le lancement de cette deuxième campagne. Alors, dans quel contexte cela intervient-il? En 2014, c'était suite à des rapports alarmants, préoccupants d'un certain nombre d'ONG sur la situation de ces populations. Aujourd'hui, quel est le contexte qui peut permettre de comprendre cette annonce? Monsieur le ministre. Peut-être avant de parler du contexte, j'aimerais exprimer un sentiment. Un sentiment, je suis sûr et certain qu'il est partagé par pratiquement tous les Marocains. Un sentiment de fierté. Un sentiment qu'on est en train de faire quelque chose d'extraordinaire, qui s'inscrira dans l'histoire. La décision de Sa Majesté, les instructions royales pour lancer une deuxième phase de régularisation des migrants, répond d'abord à des attentes, mais surtout, elle est cohérente avec une certaine vision. Et permettez-moi à cette occasion, en préparation de cette mission, j'ai ramené deux citations de Sa Majesté. Elle parle d'elle-même. La première citation, elle date de 6 novembre 2013. Si vous vous rappelez, Sa Majesté a pris connaissance du rapport du CNDH le 9 septembre. 24 heures après, il préside une réunion au cabinet royal où il donne ses instructions pour élaborer une politique migratoire qui respecte, bien entendu, les conventions internationales, les droits de l'homme. La citation du 6 novembre, qu'est-ce qu'elle dit? Sa Majesté dit « Les relations privilégiées qui unissent le Maroc aux pays de l'Afrique subsaharienne ne sont pas que politiques et économiques. Ce sont dans le fond des liens humains et spirituels séculaires. » C'est important de rappeler ces éléments-là. Sa Majesté dit eu égard à la situation qui prévaut dans certains de ces pays, nombre de leurs citoyens immigrent au Maroc, d'une façon légale ou illégale. Jadis, point de passage vers l'Europe, notre pays s'est transformé en destination de résidence. Face à l'accroissement sensible du nombre des immigrés venus d'Afrique ou d'Europe, nous avons invité le gouvernement à élaborer une nouvelle politique globale relative aux questions d'immigration et d'asile, suivant une approche humanitaire, conforme aux engagements internationaux de notre pays et respectueuse des droits des immigrés. Pour illustrer l'intérêt particulier que nous attachons à ce volet, nous avons tenu à charger un département ministériel des questions d'immigration. La crédibilité du Maroc en matière de droits de l'homme est confirmée, entre autres, par l'accueil largement favorable que cette initiative a rencontré auprès des parties directement concernées par cette problématique et plus particulièrement les pays subsahariens frères, les États de l'Union européenne et les différentes instances et organisations onusiennes, régionales et internationales concernées par le phénomène migratoire et les droits de l'homme. Ça, c'est la citation au niveau du discours de Sa Majesté du 6 novembre. Si vous vous rappelez, le 10 septembre 2013, il y a eu des instructions royales, une réunion présidée par Sa Majesté,
Moins d'un mois après, il y avait la création de ce département dont Sa Majesté fait référence, un département dédié, donc en plus du dossier des Marocains résidant à l'étranger, il y avait le dossier des affaires d'immigration pour la première fois. Un mois plus tard, il y avait le lancement d'une opération exceptionnelle de régularisation. 3 ans après, il y a eu un bilan. On va y revenir évaluation. dans un instant. Non, c'est important pour parler du contexte, de la détermination du Royaume du Maroc. Mais ne donnez pas trop en avance des chiffres, je voudrais d'abord le tour de table sur le contexte et ensuite on fait le bilan de la première campagne. C'est juste pour montrer la cohérence, pour montrer la détermination. Et la continuité. Pour montrer la conviction. Le Maroc a lancé cette initiative de par ses propres convictions. Le Maroc a mené une politique migratoire basée sur la dimension humaine, droits de l'homme, humain, etc., de par ses propres convictions. Et là, Sa Majesté, lors du discours du 20 août, il a parlé de la détermination du Royaume du Maroc à poursuivre cette politique. Elle a donné des résultats. Elle a permis à des milliers et des milliers de nos frères et de nos sœurs subsahariens de réaliser leurs rêves, parce que ce qu'il y avait en jeu, c'est leur vie. Beaucoup d'entre eux allaient traverser la Méditerranée au péril de leur vie. Donc grâce à cette politique, ils ont pu se réaliser, reprendre espoir dans la vie. Et Sa Majesté a parlé de la détermination à poursuivre. Aujourd'hui, c'est l'illustration, c'est la démonstration que cette politique, elle va être poursuivie avec la même force, la même conviction et la même détermination. Alors juste parce que vous le mentionnez, un extrait de ce discours royal justement du 20 août 2016 de Sa Majesté. Le Maroc compte parmi les premiers pays du Sud à avoir adopté une politique solidaire authentique pour accueillir les migrants subsahariens selon une approche humaine intégrée qui protège leurs droits et préserve leur dignité en créant pour eux les conditions appropriées pour s'établir, travailler et vivre dignement au sein de la société. C'était le discours du 20 août dernier. Hicham Rachidi, par rapport à cette annonce et au contexte dans lequel elle se tient. Il est clair que nous, au niveau de la société civile, nous voyons de manière très palpable les effets de cette détermination politique. Nous la voyons au regard des orientations très claires d'intégrer, d'inclure et de prendre soin de cette partie de nous en tant qu'Africains, de personnes qui viennent ici au Maroc, parce que le Maroc est africain et l'Afrique est au sein du Maroc, comme le Maroc est au sein de l'Afrique aujourd'hui. Nous la voyons aussi à travers des actions concrètes qui sont basées sur des indicateurs qui ont pu être mesurés, qui sont mesurables, la création d'une direction des affaires migratoires, l'adoption des stratégies de l'immigration de l'asile. Nous la voyons également à travers la première phase de la régularisation qui a touché au final 25 000 personnes. Nous la voyons également dans cet élément concret et mesurable qui est celui d'associer la société civile et également les organisations de migrants elles-mêmes qui ont siégé au sein de la commission des recours, dont certaines personnes qui sont en situation irrégulière administrativement, on va dire, on parle toujours d'une infraction administrative, c'est pas un crime, mais qui étaient dans cette commission avec Monsieur le ministre Biro, avec Monsieur le ministre de l'Intérieur, Charles Driss, avec le directeur des affaires migratoires au sein du ministère de l'Intérieur, Monsieur le président du Conseil national des droits de l'homme et d'autres ministres. Cette première phase pour nous, au sein de la société civile, est de manière, et sans aucun doute, une réussite dans la mise en œuvre des orientations de Sa Majesté le Roi, mais également dans la concrétisation de cette détermination du Maroc pour assumer son africanité. Madame Pani. Oui, moi j'aimerais dans la continuité, pour ne pas revenir qu'effectivement, en plus de tout ce qui est dit, c'est que aussi, si cette politique à la base, elle ressort du rapport du CNDH, il faut mentionner le fait que c'est aussi dans la suite logique de la consécration déjà des dispositions constitutionnelles qui reconnaissent les droits et les libertés fondamentales pour les citoyens et les citoyennes. Donc on peut dire que voilà, il y a une vision déjà qui remonte à cette période. C'est aussi la consolidation aujourd'hui de l'état de droit au Maroc et voilà, donner des droits aux étrangers, aux couches les plus démunies, souvent les plus précaires, les plus fragiles. Voilà, permettre de mesurer l'état de santé démocratique aussi parfois d'un État. Donc nous saluons cette nouvelle phase de régularisation et le CNDH, je pense, jouera son rôle comme il l'a fait au cours de la première phase.
C'est une chose aussi qui est saluée, je vous donne la communication de l'ancien ambassadeur américain qui a réagi à cette annonce lundi dernier, Monsieur Édouard Gabriel. Voilà ce qu'il dit. Le lancement au Maroc de la deuxième phase d'intégration des personnes en situation irrégulière constitue l'occasion pour la communauté internationale de prendre note du leadership visionnaire du roi Mohamed VI. Le lancement de cette deuxième phase dans le royaume représente une grande leçon en matière des droits de l'homme. Vous l'évoquiez, Madame Pani, que le monde doit non seulement assimiler et en prendre note, mais s'évertuer à reproduire. Monsieur Iyanga, par rapport au lancement donc de cette campagne et la logique dans laquelle elle s'inscrit concernant la vision du Maroc. Oui, merci beaucoup. Nous, en tant qu'immigrants, vraiment, cette annonce, cette décision royale, de prime abord, d'abord, je commencerai à remercier Sa Majesté le Roi pour cette décision que nous qualifions de salutaire. Et nous l'avons accueillie avec enthousiasme et beaucoup de satisfaction parce que pour nous, migrants, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, je suis là pour représenter les migrants. Je lance ces messages que les migrants m'ont demandé, que grand merci à Sa Majesté pour avoir pensé encore à ces migrants et qui, comme l'a souligné son Excellence, Monsieur le Ministre, qui sont ici au Maroc en quête du lieu pour se reconstruire. Alors le Maroc, comme nous le savons bien, a été un pays de transit, comme on le sait, et depuis une décennie, c'est devenu un pays d'accueil et d'installation. Et cette politique de Sa Majesté le Roi de pouvoir penser à ces migrants, à ces frères africains, pour nous, c'est une satisfaction et à laquelle nous rendons vraiment gloire à Sa Majesté et nous pensons que ça va permettre à tous ces migrants qui sont au Maroc de pouvoir s'installer librement dans la dignité et vivre le mieux vivre, être dans le mieux vivre avec leurs pères marocains. Alors, cette campagne, selon le communiqué donc, de la Commission nationale, cette deuxième phase, déjà prévue pour fin 2015, sera lancée dans l'immédiat et se déroulera selon les mêmes conditions que la première phase qui avait concerné environ 25 000 personnes. On va revenir sur le bilan de la première campagne, mais immédiat, ça veut dire quoi, Monsieur le Ministre? Est-ce qu'il y a un calendrier qui est déjà établi? Vous avez eu une réunion ce matin même concernant, suite aux hautes instructions royales. Donc, quel est le calendrier? Immédiat, ça veut dire quoi? Immédiat, c'est demain. C'est tout de suite. Tout de suite, tout le dispositif est en train d'être mis en place. Demain, 15 décembre, tous les bureaux seront ouverts. Les bureaux qui avaient été mis en place lors de la première campagne, 83 bureaux. Les 3000 personnes et quelques qui ont été mobilisées en 2014 seront mobilisées. Donc l'infrastructure est déjà Il y a tout le dispositif, il y a les ressources humaines, il y a le savoir-faire, il y a aussi la motivation aussi de participer à quelque chose d'extraordinaire. Donc ce sentiment de contribuer à quelque chose de cette grandeur-là, donc là aussi, ça permet certainement d'améliorer encore le processus, parce que le processus est toujours perfectible. Excusez-moi une seule chose avant qu'on rentre ici. J'étais en discussion avec Franck, il m'a dit, ce matin même, il y avait plusieurs personnes qui sont parties à la wilaya pour s'inscrire. Donc la réaction est immédiate. Donc le dispositif est mis en place, mais je tiens à préciser une chose. C'est que ce que nous avions retenu, c'est les mêmes conditions qu'en 2013-2014. Ça veut dire quoi? Des conditions de souplesse, des conditions de facilité, des conditions, en fait, un traitement humain des dossiers, ce n'est pas un traitement administratif. Et retenez une chose au niveau du communiqué d'aujourd'hui, donc il y a bien entendu ceux qui justifient de 5 ans de présence sur la terre marocaine, il y a ceux qui sont mariés avec des Marocains ou des Marocaines. Sur les critères. Non, il y a un critère extrêmement important, et il faut bien souligner, c'est que les personnes atteintes de maladies chroniques n'ont pas besoin de justifier un nombre d'années de vie ici au Maroc. Celui qui est rentré au Maroc même il y a 24 heures et qui justifie, qui est atteint d'une maladie chronique, le Maroc le prend en charge, il l'accueille, il va le soigner, il va l'accueillir. En fait, il va préserver sa dignité. Et ça, c'est un élément extrêmement important qui montre aussi la philosophie de cette politique migratoire.
Alors, on va revenir dans un instant sur les critères. Vous avez pris un peu d'avance donc sur les critères pour les dossiers de régularisation. Mais qui sont les institutions qui sont mobilisées? Le ministère, bien évidemment, certainement l'Intérieur également. Est-ce que les ONG, les sociétés civiles, les instances gouvernementales sont aussi mobilisées pour accompagner cette campagne? Monsieur Rachidi et ensuite Madame Pani. Permettez-moi juste d'éclaircir en fait un certain nombre d'éléments parce que dans la presse aujourd'hui, il y a une sorte de mise en lien avec le timing de cette nouvelle phase, avec ce qui se passe chez nos voisins, notamment. C'est pas vrai. Je voudrais juste le dire en tant qu'acteur de la société civile que c'est une coïncidence du calendrier, qu'il n'y a rien qui a été déclenché en lien avec ce qui se passe en Algérie. Moi, je me rappelle que la dernière... on rappelle, juste pour nos téléspectateurs, que plus de 260 migrants ont été expulsés vers leur pays d'origine. 1400 minimum et 18 000 personnes de nationalité du Niger depuis 2014 jusqu'à 2016. Ça, la presse n'en a pas trop parlé, mais on reviendra sur ça. Mais je voudrais juste vous rappeler, Monsieur le Ministre, la dernière réunion de la Commission nationale des recours, qui est une réunion multipartite où il y a effectivement le gouvernement, il y a les instances constitutionnelles, le Conseil national des droits de l'homme, les organisations de migrants, demandeurs d'asile et réfugiés également, et il y a aussi les organisations marocaines. Et lors de cette dernière réunion, c'était en novembre, au siège du Conseil national des droits de l'homme, nous, société civile marocaine, nous avions fait la recommandation au gouvernement pour que cette instance-là puisse s'institutionnaliser et continuer à être un mécanisme de monitoring de l'ensemble du processus, toute la stratégie nationale d'immigration de l'asile et également avec la dimension politique migratoire, les liens avec le Sud et avec le Nord et en lien aussi avec les politiques européennes. Vous voulez dire une pérennisation de cette structure? Absolument, c'était la recommandation que nous avions faite lors des campagnes. Cette recommandation a été bien notée par le gouvernement marocain et par le président du Conseil national des droits de l'homme. Mon appréciation, c'est que cette commission nationale de l'intégration, de la régularisation, est une réponse à cette recommandation de la société civile marocaine. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été initié juste par calcul politicien ou politique, etc. Nous sommes dans un processus qui a démarré bien avant 2013 et nous allons continuer dans le cap et je le mettrai moi plus en lien avec ce qui a été d'ailleurs dit dans le communiqué de lundi dernier, c'est cette joie que Sa Majesté a éprouvée en voyant l'accueil extraordinaire, non seulement des pays africains au niveau institutionnel, au niveau gouvernemental, mais des peuples africains qui ont accueilli Sa Majesté comme un africaniste, comme un fondateur de cette Afrique vers laquelle on tend, qui est une Afrique égalitaire et inclusive. Madame Pani. Ouais, moi, je vais rebondir sur la question de la mobilisation des parties prenantes. Je pense qu'on a déjà, on est expérimenté avec la première phase de régularisation où chaque acteur a essayé à sa modeste façon de jouer son rôle. Le CNDH, dès les premiers instants, a été chargé, par exemple, d'identifier 2 associations pour participer aux commissions provinciales qui traitaient les dossiers aux côtés du ministère de l'Intérieur et des autorités, ce qui d'ailleurs est inédit et nous espérons que ça va se reconduire naturellement pour cette deuxième phase. Il y a aussi un rôle important que les associations de migrants ont eu à jouer également en ce qui concerne la sensibilisation, la communication auprès des personnes étrangères pour justement venir vers cette campagne de régularisation. Donc je pense que c'est un peu dans ce même sens que nous irons pour justement avoir envie d'améliorer ce qui s'est passé pour la première phase, pour ne pas être dans l'autosatisfaction, justement. On va revenir justement sur les points qui ont été soulignés lors de la première campagne et les pistes d'amélioration. Monsieur Bielou. Pour compléter, à l'heure où on parle, il y a nos équipes, parce qu'on était en réunion aussi, après la réunion de la Commission nationale, je me suis réuni avec le président du CNDH. À l'heure où je vous parle, il y a la réunion entre nos 2 équipes pour préparer la rencontre de la société civile vendredi. Parce que depuis, même lors de la première phase, la société civile a été un partenaire à part entière, depuis la conception jusqu'à la mise en œuvre. En fait, il a été aussi la conscience de cette politique.
il attirait notre attention, il nous disait attention, voilà tel volet, il va falloir peut-être faire un peu plus, faites attention à l'autre côté. Et puis le rôle qu'ils ont joué même pour sensibiliser les migrants qui étaient en situation régulière à croire, à venir s'inscrire. Et là, ils ont fait un travail extraordinaire parce que beaucoup de migrants ne croyaient pas au départ. Ils se disaient, si jamais je me présente dans ce bureau, peut-être je vais être expulsé. Et grâce au travail qui a été fait par les associations de la société civile, ils sont venus, parce qu'ils savent leur parler, ils sont venus, ils leur ont parlé, ils ont pris confiance, ils sont venus, ils sont inscrits, ils sont régularisés et maintenant ils sont bien intégrés dans la société marocaine. Et là, le rôle extrêmement important qui a été joué par toutes les institutions. Nous avons travaillé en bonne intelligence. Un rôle extrêmement important du ministère de l'Intérieur, un rôle extrêmement important du CNDH, un rôle extrêmement important des Affaires étrangères, de la délégation interministérielle des droits de l'homme, tous les ministères, l'éducation nationale, l'emploi, etc. Certainement, j'ai dû oublier, ils ont participé, ils ont contribué. En fin de compte, c'était notre objectif à nous tous. Une stratégie intégrée qui implique l'ensemble des institutions. D'ailleurs, Sa Majesté, dans son discours du 6 novembre, il a appelé à une approche globale. Une approche qui prend en compte plusieurs dimensions. Le côté éducation, le côté formation professionnelle, le côté logement, l'assistance juridique, l'assistance au niveau de la santé, etc. Donc cette approche a permis en fin de compte à tous les acteurs de contribuer, de participer et en fin de compte de faire réussir cette première phase. Alors aujourd'hui, combien, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes en situation irrégulière qui peuvent être concernées par cette campagne? Ils étaient, si mes souvenirs sont bons, 35 000 avant la première campagne. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du nombre de personnes qui peuvent être concernées, Monsieur Rachidi? On peut avoir une estimation. Déjà au niveau de l'interprétation du communiqué de lundi, quand on parle par exemple, ce paragraphe dans les mêmes conditions que la première phase, donc nous, comme société civile, on est un peu gourmand et on se fixe comme plafond 25 000 personnes à régulariser. Or, il me semble combien par rapport au nombre de dossiers? Je pense qu'on va avoir beaucoup de difficultés à atteindre ce plafond. Je vous dis pourquoi. Déjà, ça a été dans ce communiqué-là quelque chose qui nous a agréablement surpris, parce que notre plafond, c'était autour de 10 000 personnes, notamment avec les 4 000 personnes 3 000 et quelques personnes qui n'ont pas été régularisées en première phase, plus, on va dire, une estimation de 6 000 à 7 000 personnes qui se sont pas présentées dans les bureaux des étrangers. Plus ceux qui sont arrivés aussi depuis la dernière campagne. Voilà, donc moi, mon estimation au regard aussi du travail de terrain et du travail en réseau, etc., je pense qu'il resterait quelque chose entre 15 000 et 20 000 personnes qui vont se présenter. Mais encore faut-il qu'un effort soit fait pour les faire venir. Je voudrais juste rappeler que lors de la première phase, et Franck se rappelle très bien de ça, il y avait des résistances, il y avait des rumeurs qui disaient que, attention, n'allez pas vous présenter devant les bureaux des étrangers parce qu'ils vont vous tracer, ils vont prendre vos empreintes, et ils vont les transférer aux Européens, et même si vous réussissez à passer de l'autre côté, il y a un système d'informatique qui va vous repérer, ils vont vous restituer au Maroc, etc. Donc des choses qui ont été dites, et ça a dissuadé un certain nombre de personnes de se présenter. Et donc je pense que cette première phase est une phase de consolidation de la confiance. Aujourd'hui, les personnes qui ont vu passer cette occasion vont pouvoir venir, mais il faut un effort. Et puis, le deuxième élément, ce qui est sorti dans les discussions aujourd'hui avec les responsables gouvernementaux, c'est que cette deuxième phase n'a pas de délai. La première phase déjà est exceptionnelle parce que c'était 12 mois de régularisation, ce qui, je ne pense pas... Même pour cette deuxième phase, c'est une année. Donc elle démarre le 15 décembre, elle se termine le 15 décembre 2017, Inch'Allah. Donc on a toute une année pour ça. Ouais, je pense qu'on va peut-être même être un peu gourmand comme société civile et demander que ça soit à la fin du dernier dossier traité, on va dire. Et ça, on va le faire lors de la prochaine réunion. Monsieur Ianga, avant qu'on fasse la pause. Justement, ce matin, comme l'a dit monsieur le ministre, j'étais à la Wilaya. On m'a appelé d'urgence. Il y avait plus de 250 migrants qui sont passés à la Wilaya pour se faire enregistrer. Ils disent non, l'opération a commencé, nous sommes venus pour s'enregistrer. Et nous, en tant qu'association des migrants, j'étais là, comme d'habitude, je leur ai dit, mes chers frères, ne tombons pas dans les erreurs du passé. J'étais là pour les expliquer que cette fois-ci, l'opération est lancée, soyons calmes. Nous sommes là aujourd'hui pour vous remettre les formulaires
d'inscription. Allez à la maison avec vos formulaires. Remplissez-les calmement. Vous avez tout le temps. Évitez les erreurs du passé. C'est dans les erreurs qu'on apprend et avec le temps qu'on comprend. Donc, faites un effort de pouvoir remplir ces formulaires calmement. Réunissez toutes les conditions demandées, les critères, parce que ce sont les mêmes critères de l'année 2014, et réunissez-les et venez calmement déposer vos dossiers pour que vous ne tombiez pas dans les erreurs du passé. Non, moi j'ai déposé mon dossier et je n'ai pas réussi. C'est comme l'a souligné le camarade Hicham, il y a au moins 3 ou 4 000 migrants qui constituent les 8% qui sont restés lors de la première phase. Alors ça c'est le rôle de nous en tant que société civile, en tant qu'association des migrants. Nous sommes là pour la mobilisation, la sensibilisation. Je tiens à noter que l'ODT est partisan de cette opération de régularisation. Vous verrez même dans les rapports que le CNDH a soumis à Sa Majesté en 2013, les noms de l'ODT figurent dans ces rapports pour dire que nous sommes là pour accompagner. Et cette action d'accompagner les migrants, de sensibiliser les migrants jusqu'au bout de l'opération, nous sommes là pour eux. Donc nous ferons ce travail-là pour que les migrants, cette fois-ci, puissent venir en grand nombre et d'une façon ordonnée pour participer à cette opération et que nous saluons tous et nous rendons aussi toujours grand merci à Sa Majesté. Alors on va continuer dans un instant, juste après la pause, sur la procédure et la marche à suivre dans le cadre de cette campagne. On se retrouve tout de suite après une pause pub. Restez avec nous, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du débrief et nous poursuivons avec nos invités un débrief sur l'annonce de la Commission nationale pour l'intégration et la régularisation des personnes immigrées, l'annonce de cette deuxième campagne donc immédiate. On a évoqué tout à l'heure donc les dispositifs. On n'a pas encore parlé des procédures, des critères pour déposer un dossier de régularisation. Est-ce que vous pouvez nous les donner, Monsieur le Ministre ? Écoutez, il y a les mêmes critères qui ont été retenus lors de la campagne, de la première phase de 2013. D'abord, comment on a retenu ces critères? On a fait un benchmark international et on a retenu les critères les plus favorables aux migrants. Notre objectif, ce n'était pas de mettre des obstacles, mais plutôt de faciliter la régularisation. Premier critère, c'est que d'abord, tous les migrants qui justifient d'une présence sur le sol marocain de 5 ans. Mais comment il peut la justifier? Par le certificat de travail? Non, ça c'est autre chose. Il y a le certificat de travail, mais il peut justifier ça par exemple par le virement à sa famille. Il peut justifier ça par un certificat médical. Il a été chez le médecin, il lui prescrit des médicaments. Ça fait foi. Donc, pour vous dire à quel point on a été très très souple pour accepter les pièces qui justifient sa présence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tous les migrants en situation irrégulière qui sont mariés à des Marocains ou à des Marocaines. Et les enfants issus de ces deux types de mariage. Et puis ceux qui justifient d'un contrat de travail de 2 ans. Et l'autre catégorie, c'est toutes les personnes malades, même si elles sont au Maroc depuis 24 heures, atteintes de maladies chroniques. Et je pense que c'est un élément quand même à ressortir, parce que ça montre aussi, comme je disais tout à l'heure, la philosophie de notre politique. Donc voilà un peu les critères qui étaient retenus. Deuxième point extrêmement important, vous l'avez posé tout à l'heure, et c'est une des recommandations de la Commission nationale, c'est permettre à toutes les femmes, à tous les enfants d'être régularisés, sans prendre en compte ces critères. Et ça a permis de régulariser plus de 7000 ou 7500 femmes et mineurs. Donc là aussi, c'est grâce à cette commission qui a recommandé cette disposition et qui a été retenue. Troisième point important. Et là aussi, c'est un travail important qui a été fait par le CNDH et toutes les institutions, le ministère de l'Intérieur, pour régulariser toutes les associations. Hicham a parlé tout à l'heure des associations qui n'étaient pas en situation régulière, et il venait, il nous disait nous avons besoin de récépissés. Et moi, je leur disais, le fait que vous vous réunissez avec des officiers, c'est déjà une reconnaissance. Ceci dit, il y avait un effort, et les autorités marocaines ont suivi, et toutes les associations ont été régularisées. Donc pour vous dire, nous voulons travailler la main dans la main, nous avons travaillé la main dans la main avec ces associations, nous allons continuer à travailler la main dans la main avec ces associations, parce que nous considérons que c'est une entreprise importante et nous avons besoin qu'on s'entraide, parce qu'en fin de compte, il s'agit d'êtres humains.
Il s'agit de sentiments d'être humain, il s'agit de projets de vie d'être humain. Ce n'est pas un pont, un immeuble que je construis, il s'agit de personnes qui veulent fonder une famille, qui veulent participer à la vie de la société du Maroc. Donc c'est ça un peu l'envergure de l'entreprise qu'on est en train de mener ensemble. Aminata Pani, sur les procédures, tous ces critères qu'a évoqué Monsieur le Ministre, le fait de produire des certificats, est-ce que ce sont des choses qui sont faciles à faire? Et est-ce qu'il y a des assouplissements ou est-ce qu'on a constaté lors de la première campagne des choses à assouplir pour faciliter la procédure? Je pense que déjà, pour aller dans la suite du ministre, déjà dans la première phase, le moment de l'installation de la commission de recours a été justement un moment où on a un peu fait l'état de l'application des critères. Et l'esprit, ce qu'il faut retenir, il faut garder bien en vue que cette campagne de régularisation, d'abord, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle en ce que ce n'est pas juste un dossier administratif. Ce que nous avons essayé de préconiser surtout, c'est qu'elle soit traitée dans l'esprit qui a donné lieu à toute cette politique migratoire, c'est-à-dire dans un esprit humaniste et respectueux des droits de l'homme. Donc pas une gestion bureaucratique, plus de flexibilité et de souplesse, sachant que pour nous, tout ce qui est en train d'être mis en place n'est que le premier pas vers la pérennisation justement du séjour et la stabilisation des étrangers au Maroc, comme on le voit. Donc je pense qu'au-delà des conditions, parce qu'il faut en mettre, il faut surtout comprendre qu'elle doit être traitée de façon souple et flexible, et c'est justement l'esprit avec lequel le CNDH préside la commission de recours. C'est ce qui nous a conduit à aller vers la régularisation des femmes, comme le disait le ministre, ce qui nous a permis de demander que les mineurs, même s'ils n'ont pas l'obligation d'avoir un titre de séjour, aient ce document pour être protégés. C'est aussi ce qui justifie la présence des critères comme les maladies graves. Donc voilà, moi ce que je veux qu'on retienne est que dans la gestion de ce dossier, de cette seconde phase, qu'il y ait cet esprit de flexibilité, que ce ne soit pas un truc mécanique et qu'on ait à l'esprit qu'elle est exceptionnelle et que ce n'est que le premier pas de tout un processus qui est mis en place. Monsieur Rachidi, sur les procédures et des pistes d'amélioration peut-être par rapport à la première campagne. Si vous me le permettez, je vais quand même être un peu opportuniste et je vais m'adresser à Monsieur le Ministre pour lui rappeler que l'opération de régularisation exceptionnelle en 2013 à partir de 2014, a été inaugurée par la régularisation de mon association, le GADEM, qui n'avait pas de récépissé. Et donc, l'une des premières actions a été la réception de ce récépissé par le GADEM, etc. Je voudrais vraiment vous solliciter, Monsieur le Ministre, par rapport à une association de migrants, la seule qui n'a pas encore été régularisée, qui est l'association ALECMA, Association Lumière sur la migration au Maghreb. C'est une association très engagée, c'est un peu le GADEM à l'intérieur des organisations de migrants. Et j'aimerais bien, je vous sollicite très respectueusement, Monsieur le Ministre, et à travers vous, le gouvernement marocain, pour faire en sorte que cette deuxième phase s'inaugure aussi par la régularisation de l'ALECMA. Sur la question des critères, ce que nous avions fait pour accompagner tous les efforts officiels, mais bien sûr en gardant aussi notre travail, notre indépendance, notre autonomie, c'est que nous avons mis sur pied tout un système de veille au niveau territorial avec des équipes qui ont mené des missions dans le nord, dans le sud, et nous avons fait un monitoring, une observation active du déroulement de l'interprétation des critères dans les différentes régions, et nous avons à chaque fois consolidé des rapports sur le niveau national que nous avons partagés avec le gouvernement marocain et avec le Conseil national des droits de l'homme, et ça a permis au gouvernement marocain chaque fois d'ajuster. Bien sûr, le gouvernement a ses propres mécanismes de vérifier les différentes données et de pouvoir avoir une vision très précise sur le déroulement de cette opération, mais le travail que nous faisons lui permet de recouper un certain nombre d'informations. Pour cette deuxième phase, nous allons continuer ce travail que nous mettons à la disposition du gouvernement marocain, du Conseil national des droits de l'homme, au service de la collectivité nationale. Je l'ai toujours dit depuis 2013, nous avons un intérêt stratégique en tant que société civile à ce que cela marche, à ce que cette opération réussisse. Et c'est pour ça que je rassure toutes les parties prenantes, les organisations de migrants, les organisations internationales, les instances constitutionnelles du gouvernement marocain, qu'ils peuvent compter sur notre appui pour que cette deuxième phase soit au minimum
au même niveau que la première phase. Alors, on Je a tiens à fait... saluer, Oui, encore monsieur une le fois, ministre. permettez-moi de le faire, parce que si on a réussi, c'est grâce à l'implication, à l'engagement et au travail du terrain de la société civile. Ils ont fait un travail extraordinaire. Et ce que nous avons fait au niveau du ministère, pour pouvoir être tout le temps au contact de ce qui se passe sur le terrain, en plus, bien entendu, des partenariats que nous avons avec beaucoup d'associations pour la formation professionnelle, pour apporter de l'aide pour le dispositif humanitaire. Donc, nous avons une douzaine d'associations que nous voyons régulièrement. Et à chaque fois, il y a une remontée, il y a un partage, il y a un échange donc, avec ces associations pour à chaque fois rectifier s'il y a des problèmes quelque part. Donc c'est un travail extrêmement important et je rassure aussi ces Hichem parce que même au début de 2013, au début de 2014, si tu te rappelles, ces Hichem, on se disait ensemble, on n'a pas le choix, on doit réussir. On doit réussir cette politique migratoire. On n'avait pas d'autre choix. Parce qu'il s'agissait encore une fois de personnes, d'êtres humains. On n'avait pas le droit de rater cette politique. Et heureusement, grâce à la contribution de tout le monde, nous avons réussi. Et maintenant, je suis sûr et certain, et nous avons tous cette force, cette conviction, cette détermination, à ce que cette deuxième phase soit encore meilleure que la première phase. Alors, oui, monsieur Lianga. Moi, je voulais juste ajouter concernant les critères. Je suis ravi, comme monsieur le ministre est là. La première phase, il y avait des critères et surtout le grand problème, c'était les justificatifs de 5 ans d'existence des migrants au Maroc. Alors nous, on a eu pas mal de problèmes avec les migrants. Heureusement, il y a eu la Commission nationale des recours qui, en dernière minute, a siégé pour essayer un peu d'assouplir ces conditions. Et pour la deuxième phase, en tant qu'acteur sur le terrain, nous accompagnons toujours ces migrants. Ces mêmes matins, j'avais des mêmes questions que les migrants m'ont posées et je profite aussi de l'occasion, comme monsieur le ministre est là, pour lui soumettre toutes ces questions et qu'il puisse voir au sein de la commission comment est-ce qu'on peut résoudre cette situation. Et surtout les migrants qui sont arrivés, ils sont là, qui sont arrivés juste après la régularisation. La régularisation a eu lieu en 2014, exceptionnelle en 2014. Jusqu'en 2015, il y a eu beaucoup de migrants qui sont arrivés, même juste après à la fin de 2014, parce que pour être régularisés, il y a ceux-là qui étaient ici en octobre, en novembre 2014. Comme ils avaient l'air caché d'entrée de 3 mois, ils ne devaient pas être régularisés. Ils ont attendu et juste quand le cachet a expiré, l'opération s'était terminée. Ils se sont retrouvés en situation irrégulière. De 2014. Il y a ceux-là qui sont venus en 2015. En 2016 aussi, il y a des migrants qui sont arrivés. Alors, ils m'ont posé la question, mais pour nous qui sommes arrivés récemment, quel sera notre sort? Parce que les conditions, ce sont les mêmes conditions de l'année 2014, 5 ans, et ainsi de suite, et tout et tout. Et nous qui avons 2 ans, une année, je ne sais pas si ça sera toujours la Commission nationale des recours qui va statuer sur la situation. Monsieur le ministre, vous voulez répondre à cette question? Honnêtement, avant qu'on passe à la politique d'intégration. Ce qu'il va falloir retenir essentiellement, je l'ai dit, Aminata l'a rappelé, c'est l'esprit de cette politique. On ne traite pas des dossiers, on ne traite pas des pièces, on traite un projet de vie. Et donc c'est ça la philosophie. Donc c'est ce qui sera étudié et ce vers quoi l'attention sera portée. C'est comme ça qu'on traite d'ailleurs les principes de cette politique. Bon, il y a le principe des droits de l'homme, mais il y a le principe aussi, la dimension humanitaire, donc qui est extrêmement forte. Et chaque fois, je rappelle les cas des maladies graves. Dans d'autres pays, ils les expulsent. Nous, on a décidé, et c'est ça ce que nous dicte notre civilisation, notre histoire et nos valeurs, on les prend en charge, on les soigne, on les met sur pied, on les intègre dans la société marocaine. Il faut qu'on en parle dans un instant, Madame Penny, ensuite on passe justement à tous ces dispositifs. Justement, dans ce sens, pour remettre en avant également les associations, comme je disais, qui siègent dans la commission provinciale, qui ont été justement mobilisées et accompagnées par le CNDH à travers ces CNDH, c'est aussi pour avoir ces acteurs au sein de la commission provinciale pour traiter des cas, les cas qui vont être difficiles ou les cas qui vont paraître systématiquement être de rejet pour qu'elles soient à l'intérieur auprès des autorités. Voilà, une sorte de veille au sein de nous. Espérons que ça permettra d'aller au plus large possible pour avoir le maximum à régulariser. Donc, je tenais à dire merci aussi à ces associations qui ont été mobilisées dès le début et qui sont restées tout le long en 2014 et qui ont suivi cette question alors que souvent elles n'étaient même pas forcément sur les questions migratoires. C'est bon de le signaler aujourd'hui.
que l'occasion se présente. Alors, c'est noté. On a parlé donc de la régularisation, une campagne qui vise à donner une autorisation de séjourner sur le territoire, d'y travailler. Maintenant, la phase d'intégration, parce que la régularisation, c'est un pas. L'intégration au sein de la communauté nationale pour que ces immigrés deviennent des citoyens marocains, c'est une autre phase. Alors, est-ce que le Maroc, aujourd'hui, peut passer de ces campagnes ponctuelles, elles durent un an, mais ce sont des campagnes ponctuelles, à une véritable politique migratoire durable qui puisse prendre en compte, par exemple, des questions comme les regroupements familiaux, l'installation sur le territoire national, et avoir une politique migratoire durable? Monsieur le ministre. C'est une question qu'on ne va pas se poser aujourd'hui. On s'est posé cette question en 2013-2014. C'est bien d'avoir une carte de résident, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur deux axes extrêmement importants. Le deuxième axe, c'est l'axe d'intégration. Avoir une carte des résidents, c'est vrai, il peut circuler tranquillement, mais est-ce qu'il est rassuré pour autant par rapport à ses enfants, par rapport à son intégration dans la société? Alors justement, sur la question de l'éducation, c'est pour ça que je vous parle, le programme d'intégration comporte plusieurs volets. On a exactement 81 projets. Il y a des objectifs sectoriels et des objectifs transverses. Notre vision, elle est claire. Cette vision, cette stratégie, elle a été adoptée en Conseil de gouvernement le 18 décembre 2014, moins d'une année après avoir lancé l'opération de régularisation. Dans cette vision, nous avons le programme d'intégration. Il y a l'éducation. Il y a plus de 7000 enfants qui sont à l'école marocaine. Mais ce n'est pas suffisant qu'ils soient à l'école. Il faut aussi qu'ils puissent réussir. Et c'est pour ça qu'il y a un programme de soutien scolaire. Une bonne partie de ces enfants ont bénéficié de l'appui scolaire, du soutien scolaire pour qu'ils puissent réussir. Et maintenant, beaucoup d'entre eux réussissent sans aucun problème. Donc il y a le volet éducation. Deuxième volet, ça toujours on le fait avec la société civile, avec les associations dans le cadre de partenariat. Nous travaillons avec une centaine d'associations pour le moment. Le deuxième volet, c'est l'apprentissage de la langue. Il y a beaucoup maintenant qui parlent très très bien l'arabe, beaucoup parlent très bien l'amazigh, ils communiquent avec l'arabe, ils communiquent avec l'amazigh sans aucun problème. Parce qu'il faut aussi qu'ils communiquent avec les Marocains dans notre société. Alors, donc selon il y a le volet, il y a l'éducation. Juste un chiffre, selon un bilan de votre ministère de juillet dernier, il y a près de 700 enfants qui ont bénéficié aujourd'hui de ces cours de soutien langue. Scolaire, de soutien scolaire. D'accord. Non, il y a 7000 enfants, je pense qu'il vous manque un zéro peut-être, il y a 7000 enfants qui sont inscrits à l'école marocaine. Bon, voilà ce que j'ai dans votre bilan. L'enseignement des langues et de la culture marocaine a été dispensé à quelques 688 enfants de migrants. Non, ça c'est l'enseignement de langue. Il y a l'école qui sont inscrits à l'école. Ils sont à l'intérieur des écoles. Il y a plus de 7000 enfants. Il y a plus de 7000, on est d'accord. Plus de 7000. Il y a plus de 1600 enfants qui ont bénéficié du programme de soutien scolaire. Il y a des enfants qui bénéficient aussi des programmes d'estivage, qui sont partis dans les programmes d'estivage. Et puis, il y a le programme d'apprentissage de la langue pour les parents. Donc ça, c'est un volet. Le deuxième volet, c'est la formation professionnelle. Il faut aussi que ces migrants régularisés puissent apprendre un métier. Et là, nous avons une convention avec l'Office de la formation professionnelle, mais aussi avec beaucoup d'associations qui dispensent des formations, donc de formation professionnelle, pour qu'ils apprennent un métier, pour qu'ils puissent aussi fonder une entreprise, des activités, des génératrices de revenus, etc. Ça, c'est un troisième volet d'intégration. Donc, les choses les plus importantes dans la vie de toute personne. L'éducation, le travail, la santé. La santé et le travail. Et le logement aussi. Donc, pour le travail, pour l'emploi, il y a des dérogations qui sont données systématiquement aux migrants régularisés. Vous savez, dans le Code du travail, un étranger ne peut travailler que s'il a une dérogation du ministère de l'Emploi. Et le ministre de l'Emploi, quand est-ce qu'il donne cette dérogation? S'il n'y a aucun Marocain qui ait les mêmes compétences pour travailler. Eh bien, il y a une préférence nationale sur la question de l'emploi. Mais pour ce cas-là, on ne prend pas en compte la préférence nationale. Tout migrant régularisé bénéficie de la dérogation du ministère de l'Emploi pour pouvoir travailler. Aussi, il y a l'implication de la MAPEC, dans l'intermédiation, qui fait un travail extraordinaire, qui a permis à beaucoup de migrants de trouver de l'emploi, de trouver du travail et de pouvoir se réaliser. Pour le logement, en 2014, nous avons introduit une disposition, remarquez les dates, elles sont importantes, le 9 septembre 2013, lancement de cette politique, et dans la loi de finances, le gouvernement a vu le jour le 10
octobre 2013, et dans la loi de finances, qui était vraiment dans la phase finale de préparation, nous avons introduit une disposition dans la loi de finances pour permettre aux migrants de bénéficier des mêmes avantages que les Marocains pour les logements sociaux. Monsieur Iyanga, sur la question du travail, toutes ces dispositions, les dérogations, vous êtes le secrétaire général de l'Organisation démocratique du travail, la section immigrée. Votre regard à vous sur la question de l'emploi de ces personnes régularisées ou de ces migrants, pardon. Justement, je commencerai par dire que la phase de l'intégration, comme nous le savons tous, l'intégration est un processus vaste et très complexe. Mais sur la question précise du travail. Sur la question précise du travail, jusque-là, les migrants régularisés, si on fait le bilan, il n'y a pas beaucoup qui ont trouvé de l'emploi au niveau du Maroc. Les problèmes de l'emploi posent toujours problème. Dans la mesure où, vous savez vous-même qu'il y a même des Marocains qui ont besoin de l'emploi. Donc nous, migrants, il y a aussi certains migrants qui, jusqu'à preuve du contraire, n'ont pas encore d'emploi. Mais espérons qu'avec la nouvelle stratégie nationale d'immigration et d'asile, comme vient de le souligner Monsieur le ministre, mise en place par les gouvernements, où il y a des priorités qui sont tracées, l'emploi, l'éducation, la santé, les logements. Donc avec cette stratégie nationale d'immigration et d'asile, nous espérons que, accompagné encore de cette deuxième phase, le gouvernement fera un effort pour que la porte d'emploi aux migrants puisse être ouverte afin que le migrant puisse bénéficier de l'emploi et surtout l'emploi qualifié et d'un emploi décent. Et parce que ceux qui ont la chance de pouvoir travailler dans certains domaines ou secteurs du tissu socio-économique marocain, parce que la plupart des migrants travaillent dans les noirs, entre parenthèses, comme on dit. Dans l'informel. Les bâtiments, la pêche au sud et aux côtes, l'agriculture, l'artisanat et les centres d'appel et les commerçants ambulants, ainsi de suite. Voilà. Donc tout ça, c'est un grand problème que nous sollicitons. Le ministre est là, afin que les portes de l'emploi puissent être ouvertes conformément à la nouvelle stratégie nationale d'immigration et d'asile mise en place pour permettre aux migrants de pouvoir bénéficier d'un emploi décent, pas un emploi, mais un emploi décent qui leur permettra de pouvoir mieux vivre car ils ont choisi le Maroc comme leur deuxième patrie. Alors, autre question, il nous reste 3 petites minutes pour vous faire intervenir sur la question de l'intégration. Il y a aussi la question des représentations et la question des perceptions. Il y a une étude qui a été faite avec le GADEM en partenariat avec l'Université internationale de Rabat et la fondation allemande Konrad Adenauer qui change un certain nombre d'idées reçues sur ces populations immigrées. Pour vous, c'est important aussi cette question des représentations, Monsieur Rachidi? Absolument, parce que l'étude dont vous parlez, qui va être rendue publique à partir de janvier, concerne 1400 personnes parmi les personnes qui ont bénéficié de la première phase. Et donc, 50% sont des gens qui ont un diplôme supérieur, donc oui. Plus que alors que quelques le bac. Chiffres, 87% ont le bac et 50% Voilà. ont un diplôme du supérieur. 12% seulement étaient arrivés illégalement. 70% étaient arrivés légalement parce qu'ils viennent de pays exactement, par avion. Ils sont rentrés par les aéroports. Voilà. Donc c'était pas des étrangers en situation régulière. Ce qui est intéressant, c'est que plus que la moitié sont venus pour s'installer au Maroc. Ils ne sont pas venus pour transiter par... Voilà. Non, absolument. Et donc c'est un indicateur très important que le Maroc devient un pays attractif. La politique africaine du Maroc y contribue énormément depuis quelques années. Et donc il faudrait qu'on puisse aussi continuer les efforts pour être accueillant et pour pouvoir aussi développer les infrastructures. Je voudrais dire 2 mots. Le premier, c'est sur la question de la durée des cartes d'immatriculation. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse un petit effort supplémentaire afin d'être à la hauteur. Elle est de combien aujourd'hui? Elle est d'1 année renouvelable. C'est pas suffisant, donc, et ça ne permet pas d'être à la hauteur des attentes de Sa Majesté le Roi. Je vous explique pourquoi. Parce que nous allons proposer, en tant que société civile, que les personnes qui ont bénéficié de la première phase et qui ont réussi à s'insérer et qui ont une situation, on va dire, normale aujourd'hui, qu'ils puissent, lors de le prochain renouvellement, bénéficier de au moins 5 ans
de présence sur le territoire marocain, parce que ça va leur permettre d'assurer et d'accueillir l'avenir avec quiétude. Il nous reste très peu de temps, Hicham Rachidi. Deux choses. Il faudrait réhabiliter l'Office de développement de la coopération, parce que les activités génératrices de revenus sont très importantes. Aujourd'hui, malheureusement, il y a trop d'investissements sur l'ANAPEC. C'est important, mais ce n'est pas suffisant, ou sur l'OFPPT. Et il faudrait aussi renforcer l'entraide nationale par rapport à la question de l'accompagnement pour l'auto-emploi. Un dernier mot, Aminata Pani, très rapidement. Pour aller très rapidement, moi je pense que là aujourd'hui, c'est un premier pas à la régularisation. Ça va passer par la stabilisation du séjour de ces personnes, et qui dit stabilisation ne pourra s'entériner que par le cadre juridique. Donc aujourd'hui, il faut que ces acquis soient consolidés dans les lois à venir, et qu'on puisse mettre en avant ces catégories. Sur la question de la représentation, dans le rapport, j'ai lu une phrase que j'ai retenue: la façon dont les personnes sont traitées, considérées par la sphère publique, a un impact sur la façon dont elles sont traitées dans la sphère privée. Donc aujourd'hui, valoriser les personnes étrangères permet aussi de travailler sur les représentations, sur l'intégration auprès du voisinage. Merci beaucoup, je suis désolée. Non, vraiment. Non, c'est la fin, je vous assure, je ne peux pas. Monsieur le ministre, voilà. Parce que vous avez contribué énormément à la réussite de cette politique par votre ouverture d'esprit, par votre tolérance, et je vous rends hommage, monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Un dernier mot, parce qu'on déborde. Un dernier point, parce que je ne pouvais pas laisser passer ça. D'abord, les difficultés rencontrées. Non, un dernier point, je vous assure que je dois couper. Oui, c'est les mêmes difficultés qu'ont les Marocains. Deuxième chose, pour le dispositif juridique, il y a un projet de loi sur la migration auquel vous avez contribué. J'espère qu'il va sortir le plus tôt possible. Merci. Voilà, merci beaucoup d'avoir été bref. Je suis désolée de vous avoir bousculé. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de nous avoir apporté votre éclairage. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV. Dans un instant, la suite des programmes. Et nous, on se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau débrief. Bonne soirée à tous.